Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, merci de votre fidélité et bienvenue à l'émission Droit à la parole que j'ai le plaisir aujourd'hui de présenter pour vous. J'ai un invité spécial, quelqu'un que nous suivons depuis un certain nombre d'années et qui a décidé aujourd'hui de nous accorder une interview alors que plusieurs sollicitations lui sont faites. Il dit souvent non aux interviews, mais il a accepté. Nous avons insisté, nous avons supplié presque parce que les téléspectateurs et le public ont besoin de savoir ce que pensent vraiment les hommes d'action, ceux qui sont au cœur de notre dispositif sociétal. J'ai donc le plaisir de recevoir M. Franck Mwedimalila. Bonjour. Oui, Kalingay, bonjour. Merci de nous accepter chez vous, surtout d'accepter cette interview que je mets sous les signes de la franchise. J'espère avec vous passer un moment où des choses importantes nous seront dites. Vous êtes effectivement un homme politique connu. Vous avez occupé beaucoup de postes. Vous êtes ministre sortant, déjà intérimaire aux Affaires étrangères. Vous avez été ministre du Tourisme, vice-ministre du Plan, ministre à la coopération internationale. Vous avez été dans le domaine législatif, chargé des missions au bureau du Sénat. Pourquoi j'ai accepté aujourd'hui cette interview, pourquoi j'insiste tant, c'est parce que je crois que nous sommes tous comme les arbres. Nous avons des racines et en même temps nous cherchons des ailes. Chaque homme vient de quelque part et il va quelque part. Pour aller loin, il a des ailes, mais pour rester lui-même, il a des racines. Et vous avez voulu aujourd'hui honorer vos racines. Première hypothèse de notre rencontre. Deuxième rencontre, vos racines à vous en politique ne sont pas très loin d'un homme que vous avez voulu aujourd'hui honorer. Pourquoi? Parce que vous considérez que ce que vous êtes en politique, il a contribué de manière substantielle. J'ai cité le président Léon Kengo Wadondo. Il sera donc un des points importants de notre émission. Vous avez aussi des ailes, ça signifie que vous voyez l'horizon venant de loin et vous allez vous-même faire votre propre vol. Vous nous direz quel est ce vol, où il va aller et où vous voulez atterrir. Voilà, amis téléspectateurs, le bien fondé de cette émission. Je ne veux pas emprunter à un confrère international des racines et des ailes, mais nous sommes bel et bien dans les racines. M. Franck Mwedimalila, pourquoi vous avez décidé de rendre hommage dans une émission télévisée à Léon Kengo Wadondo? Pourquoi? Eh bien, pour une raison très simple. Il y a quelques jours près, une année de cela, Léon Kengo Wadondo, président du Sénat d'alors, ouvrait la dernière session parlementaire, ce qui allait être pour lui la dernière session parlementaire. Et également parce que aujourd'hui, il observe plus de discrétion dans la vie politique active, peut-être une forme de retrait implicite. Et je pense qu'il est temps de saluer la volonté qu'il a eue tout au long de sa vie de servir l'État. Et pour le paraphraser, il l'a toujours servi sans état d'âme, toujours soucieux d'avoir des états de service. Évidemment, c'est une phrase célèbre, une phrase puissante. Mais il ne vous a pas échappé que votre proximité politique est quand même facilitée ou perturbée par des liens de famille. Est-ce que cet hommage vaut pour la famille ou vaut pour la politique? Est-ce que les relations de famille ne sont pas un handicap à la force de l'hommage? Ah non, je ne pense pas du tout. D'ailleurs, les liens de famille ont toujours été, je dirais, voisins des liens politiques que nous avons eus. Ils n'ont jamais primé sur les liens politiques que nous avons eus. Il y a avant tout eu, je crois, une forme d'affinité entre deux êtres qui est née de cela il y a une vingtaine d'années. Dans des conditions un peu particulières, puisqu'il s'agissait de l'exil. Il ne vous échappera pas qu'en 1997,
à la veille de la chute du président Mobutu et de son départ forcé, eh bien, les médias du monde entier ont relayé la supposée fuite du Premier ministre d'alors, Kengo Wadondo Léon, avec les caisses de l'État. Et là commence donc l'exil dans des conditions... des suspicions. Des suspicions. Il faut dire que le personnel politique d'alors n'était pas très solidaire à ce moment-là. On peut très bien le comprendre, mais en tout cas, il y avait peu de solidarité, beaucoup de suspicions, beaucoup de trahisons. L'environnement de l'époque voulait cela. Et évidemment, un peu de manière naturelle, lorsque l'on se rend compte des nouvelles conditions de vie, lorsque l'on commence à saisir les difficultés auxquelles nous sommes rencontrés, eh bien, à ce moment-là, il y a une espèce d'évidence. On revient aux valeurs premières. Et les valeurs premières, c'est la famille. Et donc, c'est peut-être à cette occasion-là, effectivement, qu'il y a eu le rapprochement de deux êtres qui se sont ensuite retrouvés sur une certaine idéologie politique. Vous n'êtes pas de la même génération. C'est quand même une génération, presque générations au-dessus de vous. Mais la rencontre d'esprit entre deux hommes, tout en ayant des rapports de famille, mais la force de la rencontre, comment vous construisez votre conscience politique avec lui? De quoi vous parlez? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est votre modèle? Ou c'est votre chef? Ou c'est... Entrez un peu dans quelques détails. Non, je crois que d'abord ce qui nous a rapprochés, c'est avant tout l'amour de notre pays. Vous savez, même quand vous êtes en exil, d'aucuns diront c'est un exil doré et d'autres qualificatifs, mais votre pays vous manque. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure dans l'introduction, ce sont vos racines. Et ça vous manque quand vous êtes loin, vous êtes déraciné. Et donc avant tout, c'est cet amour du pays qui a fait que nous puissions nous rapprocher. Et ensuite, nous partageons une certaine manière de voir les choses, particulièrement l'État, la gestion de l'État, ce qu'il devrait être, comment devrait être notre pays, les aspirations pour celui-ci qui devraient être celles de toute notre nation. Voilà ce qui nous rapproche. Je suis quand même un peu, pas encore sceptique, mais je pense que vous allez me donner la réponse. J'ai difficile à croire que Léon Kengo Wadondo et vous êtes en exil, lui surtout parce que, ayant eu des responsabilités, qu'il se sente qu'il est le mal du pays en Europe. Léon Kengo Wadondo, c'est quand même un peu un Européen aussi, par la culture, une certaine culture. Comment va-t-il se sentir avoir le mal du pays alors quand même qu'il partage un peu cette culture européenne? Vous savez, contrairement à ce que certains ont pu dire, pour des raisons politiciennes souvent, Léon Kengo Wadondo, sa culture, c'est avant tout la culture congolaise. Léon Kengo Wadondo est né dans ce pays, a grandi dans ce pays, s'est fait dans ce pays. Ce pays lui a tout donné. Et il le dit très souvent que ce pays lui a tout donné. Donc, évidemment que loin de son pays, loin de la terre de ses ancêtres, cela lui manque. Très peu d'attachement à l'Europe, contrairement à ce que certains peuvent penser. De par son métissage, c'est une vue de l'esprit. Évidemment, donc le métissage n'a pas eu d'effet de, comment dirais-je, comme une bombe de consolation du fait de déracinement. Non. Le métissage, c'est, je pense, une définition simple. C'est se sentir bien dans les deux cultures qui vous habitent. Mais peut-être que vous vous sentez mieux dans une que dans l'autre parce que vous êtes tout simplement plus attaché de par votre historique. Alors, vous êtes rentré... Ou par vos goûts. Voilà, vous êtes rentré au pays, c'est tellement... On ne va pas refaire toute l'historique, mais nous sommes en train de produire les valeurs qui peuvent être transmises aux générations futures.
Si aujourd'hui il vous est demandé de faire cet hommage, vous sentez le désir de le faire, c'est parce que vous considérez qu'il représente un modèle. C'est parce que vous pensez qu'il est transmissible aux générations futures. Sur quoi vous vous basez? Quels sont les facteurs clés pour lesquels vous estimez, expérience forte bien sûr, que je peux en parler, je peux parler à ma nation, je peux parler à mon peuple de cet homme, parce que je considère que voilà telles valeurs qu'il incarne, qui peuvent être recopiées, retransmises, et qui peuvent faire l'objet d'une autre expérience. Il y a une valeur très simple qu'il a incarnée tout au long de sa carrière politique dans ce pays. C'est la rigueur. Et je pense que ça synthétise bien l'homme. La rigueur dans la gestion de la chose publique. Et c'est celle-là la valeur qu'il faut transmettre, parce que c'est celle qui va permettre à notre pays de se développer. Vous savez, en toute chose, il faut de la rigueur, de la discipline. Vous vous rappelez la phrase célèbre du maréchal, hein? Oui. La rigueur était. Oui, mais aujourd'hui. Ça signifie que ça manquait. Aujourd'hui, mon ami Willy, aujourd'hui. Oui. Ne voulons-nous pas renouer avec le Fonds monétaire international? Mais peut-être que c'est une erreur. Peut-être, tout cela dépend des conditions dans lesquelles nous allons traiter avec le Fonds monétaire international. Donc vous mettez... Mais en tous les cas, y revenir, ça veut dire que quelque part, nous n'avons pas été rigoureux. Alors quelle est la perception que vous en avez? Pour vous, la rigueur, c'est quoi? Parce que les peuples, à l'époque, ont vécu ça comme étant... la rigueur était vécue comme la diminution progressive des avantages sociaux. À l'époque, au nom de cette rigueur-là, on a licencié des enseignants, on a enlevé la bourse des étudiants, on a tout ce qui était un peu ce que l'État-providence, l'État qui prenait en charge son peuple, tout ça a été enlevé au nom d'une dette extérieure, d'ailleurs, très mal vécue. C'était la perception qu'on en avait. Qu'est-ce que vous mettez dedans quand on parle de rigueur? Non. Tout ce que vous citez, l'État-providence, l'État ne peut être un État-providence que lorsqu'il a les moyens. Et aujourd'hui, l'État ne peut plus être un État-providence parce qu'il n'a plus ces moyens-là. Et donc, il nous faut être d'autant plus rigoureux. C'est cette valeur-là que nous devons transmettre. Que la rigueur, lorsqu'elle est appliquée, eh bien, elle mène forcément au développement parce que, en toute chose, vous êtes méthodique, rationnel, et donc vous allez obtenir des résultats. Si vous sortez de ce cadre-là, eh bien, vous n'aurez pas de résultats. Vous n'arriverez pas au développement. Vous n'arriverez pas à satisfaire la société congolaise du point de vue social, parce que vous n'avez pas les moyens. Vous revenez avec lui, vous êtes disons au Sénat, parce que vous êtes au cœur de son dispositif parlementaire. En même temps, le pays est en effervescence. C'est les retours des exilés, c'est Sun City, c'est la première législature. Il est président du Sénat. Et alors, on veut quand même comprendre comment vous avez manœuvré. Parce qu'il n'avait pas un parti politique encore puissant, il n'avait pas la majorité au Sénat. Mais Léon Kingodundu est président du Sénat. Comment vous avez manœuvré? Et les indiscrétions pensent que vous n'étiez pas loin de la manœuvre. Vous n'étiez pas loin. Vous avez certainement œuvré par votre parenté politique affirmée. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ce tour de magie politique s'est opéré? Comment il a fait? Non, ce n'est pas de la magie politique, c'est de la stratégie. Mais ce serait bien long de développer cela ici. Je dirais de manière brève. Kengo Adondo, voulant revenir au pays, il ne pouvait pas revenir comme le citoyen lambda, comme le politique lambda. Pour quelle raison? Une raison très simple. Il était, peut-être de manière subliminale, peut-être de manière plus concrète pour d'autres, le symbole même de ce qu'il restait de la période moboutiste. Et peut-être même le symbole de l'Équateur triomphant. Et donc,
il a fallu que Kengwa Dondo, auréolé de ce mythe, rentre au pays et soit perçu comme tel. Mais comment est-ce que... évidemment, vous n'avez pas tout dit, hein, je comprends que vous gardiez certaines choses pour les mémoires, soit ces mémoires ou vos mémoires. Ah, il y a des choses, la plupart des choses lui appartiennent, donc Je peux comprendre ça. vous comprendrez que j'ai quelques voilà, réserves. très bien. Mais tout au long de son travail au Sénat, il va faire pratiquement le plus long mandat au Sénat. Il essaye de se positionner, et ça c'est notre regard, comme un homme du centre. Dans un pays aussi puissant que le Congo sur le plan des extrêmes, mais il ne parvient toujours pas à créer ce centre-là qui manquerait, parce que jusqu'à ce jour, le centre a presque disparu. Cet effort-là était-il un effort conscient, un effort méthodique, rationnel, comme vous l'avez dit, dans la rigueur, ou bien c'était par la force de choses qu'il s'est retrouvé dans une position centrale sans totalement l'assumer? Non, il y a plusieurs questions dans ce que... Mais l'essentiel étant son état d'esprit. Et je crois que c'est un peu finalement à l'image de notre pays. Il a toujours dit qu'il voulait concilier les contraires. Il y a son propre historique, l'exil, ses propres origines, qui font que, quelque part, il ne peut militer que pour le centre. Et je crois qu'il n'a pas été le seul à essayer de faire le centre. Le dernier qui a essayé de faire le centre, sans peut-être le dire de manière claire, ou peut-être les gens n'ont pas compris, je pense que c'est le président Kabila. Souvenez-vous de son discours au sortir le discours de clôture des concertations nationales. À mon sens, il voulait créer un centre plus étendu. Malheureusement, les extrémistes de la majorité présidentielle de l'époque ne l'ont pas perçu de cette manière-là. Il n'a pas été suivi, je pense, malheureusement. Et il faut constater que jusqu'aujourd'hui, notre pays, au regard de son histoire, a toujours recherché des solutions médianes. Vous pouvez remonter aussi loin dès le lendemain de l'indépendance, que vous alliez à la conférence nationale, à Sun City, 1+4, les concertations nationales, le dialogue. On a toujours recherché le centre, la voie médiane. Malheureusement, je dirais, le côté positif, c'est de rechercher la voie médiane, de trouver des bonnes solutions. Mais le côté négatif, c'est que nous n'avons pas toujours su mettre en application les solutions de cette voie médiane. Ce qui peut expliquer que le centre ne disparaît pas, mais que la voie s'atténue à des périodes. Lorsqu'on pense que c'est l'accalmie, alors la voie s'atténue et puis on recherche à nouveau des solutions médianes. Mais je suis certain que, au regard du contexte actuel, le centre a des beaux jours devant lui. Nous allons sans doute parler de vous-même tout à l'heure, mais laissez-moi poser une dernière question sur Léon Kengwa Dondo, dont l'hommage est rendu aujourd'hui par vous. Le fait qu'il n'a pas été, dans toute sa longue carrière, il n'est pas arrivé à devenir président de la République, alors qu'il a manifesté quand même ses ambitions à un moment donné, il était candidat aussi. Le fait qu'il ne soit pas devenu président de la République, peut-être pour aujourd'hui, demain, on ne sait jamais. Est-ce que vous considérez ça comme un échec de stratégie, ou vous pensez que c'est un coup du destin, ou ce n'est pas inscrit dans son ADN, et que ce n'était pas fait pour lui, comme l'avait dit un certain Mobutu sur la légende, hein? Je ne sais pas si ça n'était pas fait pour lui, comme le président Mobutu le disait.
Je pense qu'il le disait parce que peut-être il pouvait considérer qu'il manquait une forme de démagogie, de populisme à Kengo Adondo. Mais je crois surtout que c'était le contexte de l'époque. En 2011, il faut se rappeler que les extrémistes de tous bords tenaient le haut du pavé, comme d'ailleurs lors des dernières élections. Et je crois que dans un contexte comme celui-là, c'était difficile, dans un contexte extrémiste où il y a plus de place à l'émotion que pour la rationalité. Et je pense que les propositions, peut-être, de Léo Kengo étaient des propositions qui, à ce moment-là, ne rencontraient pas le contexte de l'époque, qui était un contexte extrêmement tendu. Évidemment, nous allons revenir à lui, parce que vous avez quand même fait le tour de la personnalité riche de Kengo Adondo, et en même temps, vous étiez toujours à ses côtés comme un témoin, comme un acteur, et aujourd'hui, nous avons eu des élections en 2018, ça vous a permis aussi d'aller vers vos racines, je peux dire, sociétales. Vous êtes allé vous présenter aux élections dans votre fief. Nous sommes dans le Bas-Congo, même si, par ailleurs, vous appartenez d'ailleurs, comme vous l'avez dit aussi, à plusieurs autres couches. Nous allons y revenir. Alors, Franck Mouedi-Malé, là, vous êtes candidat aux élections. Je peux dire candidat malheureux parce que vous n'avez pas obtenu ce poste dans votre fief où votre histoire personnelle est une histoire de succès, où vos propres parentés ont construit cette ville. Je parle de Mwanda. Alors, Mwanda, où vous avez déjà posé des actes, qu'est-ce qui explique que votre tentative pour avoir ce poste de député à Mwanda n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si ça n'a pas marché, mais je n'aimerais pas revenir sur ce qui s'est passé. Ça fait un peu mal, mais la politique, c'est aussi la réminiscence de la douleur. Je n'aimerais pas revenir sur les élections, les dernières élections de 2019. Je pense que suffisamment d'encre a coulé, continuera de couler. Mais ce que je peux dire, c'est que, vous savez, construire un fief politique, malgré que vous avez souligné que j'ai fait quelques actions, pour ne pas les citer, notamment je me suis impliqué dans la commission sénatoriale qui voulait voir les effets dévastateurs sur l'environnement que causait la production des hydrocarbures. J'ai aussi participé à l'érection du nouvel escalier de Mwanda. Vous connaissez le drame qu'il y a eu, plusieurs morts, parce que l'escalier était hors norme. Et donc, on a fait refaire l'escalier maintenant qui est aux normes, ce qui permet à nouveau l'accessibilité des Mwandais à la plage. Nous l'avons fait en collaboration avec l'ICCN et l'ONT et d'autres actions privées. Mais enfin, tout cela, j'ai stimulé aussi le fait que l'on puisse donner un statut aux fonctionnaires de Mwanda qui n'en avaient pas depuis plusieurs années. Mais comme vous l'avez dit, au-delà de ces actions-là, un fief politique, ça se construit par des actes. Il ne suffit pas seulement d'être du coin parce qu'on est ethniquement du coin, familialement du coin. Non, ça se construit. Et donc, nous allons continuer à poser des actes. Nous allons continuer à poser des actes. Vous n'êtes pas découragé? Absolument pas. Pour quelle raison? Très bien. Donc, comme vous décidez... Vous savez, Mitterrand a échoué plusieurs fois. C'est dans l'échec que l'on mesure la force de notre conviction. Alors, vous êtes, évidemment, vous commencez à poser des actes à Mwanda, mais par notre propre regard, on se dit, mais c'est vrai, vous étiez avec Léo Kengo Adondo pendant de trop longues années, vous venez de le démontrer. Mais en même temps, certains autres nous disent que vous n'étiez pas non plus loin d'Étienne Tshisekedi et que, d'une certaine manière, vous êtes un peu aussi un de ses enfants politiques.
Pourquoi vous cachez ces liens avec Tshisekedi? Non, j'ai connu Feu Etienne Tshisekedi comme un papa. C'est vrai que je le rencontrais souvent chez lui, nous étions à deux, nous discutions, mais nous n'étions pas toujours d'accord, dans des options politiques différentes. Ce qui est vrai, c'est que c'était un grand ami de mon père et donc que cela a facilité aussi notre relation. Mais j'allais aussi me ressourcer chez lui parce que, évidemment, il ne faut pas rester toujours dans sa sphère. Non, il faut s'enrichir. Et quoi que l'on dise, c'est un homme qui avait une expérience politique merveilleuse. Donc je me suis aussi enrichi de son expérience. Et voilà, il a eu la gentillesse de bien vouloir me communiquer son savoir. Vous avez donc fréquenté des grandes icônes, ce qui augmente les niveaux d'attente par rapport à vous-même, ce qui augmente les niveaux de l'offre que vous allez faire. J'ai été aussi proche du professeur Vundoawe. Bien sûr, vous étiez très proche de lui. Alors aujourd'hui, vous n'êtes plus un jeune, vous êtes un homme d'âge mûr, même si relativement encore jeune, dans la sphère de l'action et de la responsabilité. Comment nous avons eu des élections, vous êtes resté une année sans rien dire, nous avons un nouveau président à la tête du pays, nous avons une coalition. Nous aimerions quand même avoir votre lecture. La gouvernance actuelle, comment vous l'appréhendez? C'est là où je reviens à ce que je disais au début de l'émission. Je sollicite une émission franche, parce que c'est dans la franchise que l'on construit les relations d'État. Alors, tout en gardant votre discipline légendaire, mais dites-nous comment vous concevez cette gouvernance. Écoutez, la gestion d'aujourd'hui, c'est une gestion très compliquée. Parce que, en réalité, c'est une cohabitation qui ne dit pas son nom. On a voulu faire une coalition. Ce qui veut dire que chacun des partenaires doit cheminer d'abord l'un vers l'autre et ensuite avec l'autre. Ça veut dire qu'il doit faire des concessions. Et ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut coupler ça avec les textes qui nous régissent. En réalité, nous devrions plus appliquer une cohabitation qu'une coalition. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le président de la République, Joseph Kabila, le président sortant, a voulu un large consensus. Et je crois que c'est ce qu'il a essayé de mettre en application. Maintenant, c'est aux acteurs politiques de pouvoir, au jour le jour, dans leur action, ceux qui sont aux affaires pour l'instant, matérialiser cette pensée pour le bien de notre population, faire avancer les choses. Les choses avancent donc pas, selon votre analyse? Peut-être pas comme elles devraient. Si j'en lis d'ailleurs votre propre quotidien, il y a des grèves, il y a des revendications. Mais vous les aviez aussi du temps où vous étiez ministre. Il y a des déclarations. Il y en a eu quand vous étiez aussi au gouvernement. Il y en avait toujours eu. Pas dans les ministères que j'ai eu à gérer, me semble-t-il, sauf aux affaires étrangères, où vous avez des revendications totalement particulières. Alors, nous sommes déjà dans la coalition. Nous sommes dedans. Des actions sont posées, des gouvernements se réunissent. Bon, tout Congolais est maintenant en obligation de faire avancer les choses de son point de vue. Il vous est demandé à vous de dire quelque chose. Qu'est-ce que l'on fait vite pour que les choses aillent dans le sens des intérêts du peuple? Vous direz quoi? Mais écoutez, je ne suis plus aux affaires à proprement parler. C'est comme ça que votre opinion a de la valeur. Maintenant, je dirais quelque chose de très simple dans le principe. C'est que lorsqu'on fait partie de l'élite, et l'élite politique, cela signifie quoi? Eh bien, l'élite, elle a la responsabilité de hisser la nation vers le haut. Et c'est ce qu'elle doit faire. Maintenant, elle doit être suffisamment imaginative, réactive, que pour pouvoir donner le meilleur, ou des lendemains meilleurs à cette société, à cette nation. Quand vous entendez comme ça des rumeurs, peut-être pas fondées, ou des rumeurs non vérifiées, qu'on parle de détournement des fonds publics, qu'on parle
des décisions non concertées, des guerres, des tranchées entre les membres du gouvernement et des contradictions. Quand vous entendez tout cela, ça vous fait quoi? Eh bien, ça m'attriste tout simplement parce que cela ne va pas faire avancer notre nation vers le développement. Notre pays ne va pas se développer tant qu'il y aura, je dirais, des chamailleries, des querelles intestines au sein de l'exécutif. Donc, voilà. Je vous sens un peu plus réservé, davantage. C'est quoi? C'est la solidarité gouvernementale post... Non, il est toujours facile de juger ou de porter un jugement. Vous êtes un peu réservé sur la question. Non, je ne suis pas réservé, je dis clairement les choses, mais je pense qu'il est toujours facile de porter un jugement vu de l'extérieur, mais lorsqu'on est à l'intérieur, il faut aussi savoir eh bien, que l'action publique, ce n'est pas une action facile. Donc, je ne suis pas réservé, mais je suis simplement prudent, c'est tout. Vous conduisez certainement une formation politique, vous avez une formation politique. Aujourd'hui, quelle est l'offre? Nous allons bientôt aller, dans quelques mois, dans un autre processus électoral. Vous allez vous représenter avec vous et vos semblables aux élections. Quelle est l'offre, Franck Apenela, aujourd'hui? Qu'est-ce que vous offrez au peuple? Qu'est-ce que vous avez comme idée principale sur laquelle l'idée peut se construire une adhésion? Non, moi je pense que c'est plutôt l'aspiration de ma famille politique plutôt qu'une offre en ce moment. C'est plutôt une aspiration. Et moi j'aspirerais à un Congo fédéral puissant, au centre de l'Afrique et au cœur du monde. Voilà l'aspiration. Et je pense que c'est tout à fait possible. Nous en avons les moyens, et humains, et matériels, parce que notre pays regorge de richesses. Ce qui suppose que vous êtes pour une révision constitutionnelle, parce que nous ne sommes pas dans une république fédérale aujourd'hui. Nous sommes dans une république unitaire, décentralisée. Si vous voulez que le fédéralisme entre, vous devez vous battre pour un changement des constitutions. Absolument. Donc c'est une des offres que vous mettez sur la table. Absolument. Il faut de toute manière, il faut une révision constitutionnelle parce que, vous savez, il ne faut pas avoir peur de l'État fédéral. J'ai entendu beaucoup de mes pairs dire oui, mais attention, la nation, le Congo va se disloquer. Non, c'est totalement faux. Ce sera une autre manière de gérer. On a voulu la décentralisation pour plus de proximité démocratique. Mais aujourd'hui, je pense que l'État fédéral s'impose. Parce que, avec l'État fédéral, nous allons pouvoir aller plus à même vers une meilleure administration. Aussi bien au niveau culturel, parce que ça correspond beaucoup plus à notre culture. Parce que même si nous chérissons notre pays, nous sommes très attachés à nos régions et à leurs spécificités. Et je pense que cela créera aussi l'émulation, l'État fédéral, parce que ça va obliger les uns et les autres à aller vers beaucoup plus de rigueur dans la gestion, et nous aurons beaucoup plus, à mon avis, de résultats avec l'État fédéral que ce que nous avons voulu mettre maintenant avec la décentralisation, qui en réalité n'est même pas appliquée. Évidemment, ça va demander, vous voyez ça dans une configuration de 26 États, 26 provinces aujourd'hui, ou bien ça serait quand même dans une autre configuration? Non, c'est trop tôt pour le dire. Je pense que ça doit être guidé par des critères économiques et des critères culturels. Et à ce moment-là, nous allons entamer une réflexion réelle pour voir comment nous allons faire naître ces États fédérés. Quand nous regardons la gestion du pays, les prises de position des partis politiques, la guerre des positionnements, nous nous rendons bien compte que votre souci des rigueurs, des rationalités devient de plus en plus périphérique dans la gestion de la chose publique. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller pour que les gens reviennent un peu à la raison plus qu'à l'émotion?
Non, d'abord, il faut que nous ayons une idée en tête. C'est qu'il faut que nous extirpions la misère de ce pays. La misère, elle est partout, hein? Stoppons, oui, stoppons la misère. Enrichissons notre pays. Nous stopperons les crises politiques et nous amènerons notre pays vers le développement. C'est pas de l'utopie, ça, hein? Non, c'est pas de l'utopie. C'est faisable. Ça fait 20 ans que nous devenons de plus en plus pauvres. C'est faisable. Oui, mais il faut prendre certaines mesures pour le faire. L'une des premières mesures à prendre aujourd'hui, c'est laquelle? Mais tout le monde parle de la richesse du Congo. Mais tout le monde parle aussi du coulage des recettes. Prenons des mesures contre le coulage des recettes. Commençons par exemple par numériser l'administration fiscale. Nous aurons déjà fait un grand pas. On parle de nos ressources. Très bien. Mais commençons par pouvoir implémenter la traçabilité de nos ressources, pouvoir les quantifier. Comme ça, nous saurons exactement quelles ressources nous avons. Il y a un certain nombre de mesures que nous pouvons prendre. Vous ne les voyez pas prises aujourd'hui par l'actuelle gouvernance? À mon sens, s'il fallait les prendre, je dirais ceci. C'est un peu comme les 12 travaux d'Hercule. Agir méthodiquement, métamorphoser notre économie par le choix des grands axes de développement, soutenus par des études produites par des cabinets d'études de premier ordre. Juguler la déperdition des recettes de l'État par la numérisation. Procéder à la suppression et à la diminution de certaines taxes. Gérer les ressources naturelles par la certification de nos réserves et la traçabilité. Supprimer l'exploitation artisanale de nos ressources. Libéraliser le marché de l'électricité. Libéraliser le marché de l'électricité, non seulement dans la production, mais dans la distribution et la commercialisation. Il faudrait lancer des grands travaux. Lancer des grands travaux, ça veut dire, à mon sens, déjà pouvoir relancer le chemin de fer. Ce fut l'épine dorsale de l'économie du Congo de l'époque. Créer des arrêts et regards. Ensuite, il faudrait, à mon sens, que nous puissions garantir la sécurité juridique et judiciaire. Voilà, c'est un certain nombre de mesures comme ça que nous pourrions prendre. Alors, distribuez cela, parlez de ça, faites des lobbies, faites parler les parlementaires, faites cela. Ne gardez pas ça dans votre mallette. Non, pas du tout. Au sein de ma famille politique, nous réfléchissons déjà à tous ces... Votre famille politique, c'est quand même le FCC. Absolument. Et vous pensez que le FCC est fédéral sous son socle? Vous allez certainement être obligé de... Il y a un certain nombre de personnes qui vous allez n'y voient pas d'inconvénient. Vous allez être obligé d'éclater. Vous ne pouvez pas rester dans une famille politique où l'autorité morale, la plupart des grands leaders sont, eux, des unitaristes. Je n'ai pas entendu... non, il y a une grande différence. Je ne pense pas que notre autorité morale a dit qu'il était unitariste. Ce que défend notre autorité morale, et que nous défendons aussi, et qui est d'ailleurs cher à Kingo pour ne pas le citer, c'est la souveraineté nationale. La souveraineté nationale ne signifie pas que nous ne pouvons pas aller au fédéralisme. Non, il y a des compétences qui seront dévolues aux États fédérés et des compétences qui seront dévolues à l'État central. Très bien. En tout cas, il faudra encore d'autres émissions pour pouvoir embraser votre esprit sur la question des offres économiques. Mais j'ai une dernière question quand même, parce que le temps nous est imparti malheureusement touche à sa fin. Une question que je pose à personne d'actualité. Vous êtes de Mwanda, donc du Congo central. Il y a la question du Porano profonde que l'on a opposé au projet route pont-rail Brazzaville-Kinshasa, Pointe-Noire. Votre approche d'homme d'État, parce que je ne veux pas que ce soit le côté émotif, votre approche d'homme d'État sur cette question, vous pensez que les deux sont faisables ou
l'un sert de prétexte à l'autre. Est-ce que ce projet-là de port à eau profonde est opérationnel? Est-ce que c'est vraiment une réalité? Est-ce que ce n'est pas un leurre? Oui, alors c'est ni l'un ni l'autre, pour moi. Il y a une question de viabilité du projet. Quand vous parlez d'un port en eau profonde, ça a un coût, ça demande des investisseurs. Bien que je sois totalement pour le développement des partenariats publics-privés, parce qu'à mon sens, même les grands travaux devraient être, et c'est un des grands travaux qui pourrait éventuellement être lancé, mais il faut se poser la question sur sa viabilité. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que économiquement ce projet soit viable. Si vous ajoutez à cela la construction du pont de Brazzaville, pour lequel je ne suis pas pour, parce qu'à mon sens, nous serions dépendants du port de Pointe-Noire, alors que nous avons des ports que nous pourrions réhabiliter, qui sont le port de Matadi et le port de Boma. Je crois que c'est ça la vraie question. Quelle est la viabilité du port en eau profonde? Et alors, si vous répondez à cela, oui, je pense que vous aurez vous-même la réponse à votre question. Merci beaucoup, M. Franck Mouedi Madila, de cette interview. Je vais vous demander, si vous acceptez, de vous adresser, faire deux messages. Le premier message, évidemment, vous avez la proximité humaine de Léon Kengwa Dondo, mais il y a aussi quand même, qu'est-ce que vous pourrez lui dire en public? Le message que vous pouvez lui adresser à la télé. Qu'est-ce que vous pourrez lui dire? Un message auquel tous nous aurons accès parce que nous vous aurons entendu lui parler. En rendant hommage à cet homme, qu'est-ce que vous lui direz publiquement? Et puis, un dernier message, ça serait pour notre pays, pour ce que vous supposez être très important aujourd'hui. Même si les gens ont oublié tout ce que vous avez dit, au moins qu'ils n'oublient pas celui-là. Je vous laisse donc quelques secondes pour les doubles messages. Alors, s'agissant du premier message, ça a été une belle expérience. Et pour moi-même à titre personnel. Et je pense que notre pays a intérêt à s'inspirer de l'expérience de Kengwa Dondo. C'est cela, à mon avis, Kengwa Dondo. C'est cette somme d'expérience dont nous devons tirer bénéfice à titre personnel et, je dirais, à titre de notre nation. Ça va nous aider à nous construire. Quant à notre pays, je pense que notre pays, la République démocratique du Congo, doit continuer à défendre sa souveraineté, sa spécificité, ou ses spécificités. Mais en même temps qu'elle défend sa souveraineté, elle doit s'inscrire dans la marche du monde. Et elle doit le faire de la manière la plus efficiente possible. Voilà, oui. Merci beaucoup, M. Franck Mouedi Madida. Merci de votre intervention dans Droit à la parole. Nous pouvons donc dire avec les téléspectateurs que pour demain, on peut compter sur vous. Le pays peut continuer à compter sur vous, votre disponibilité. Au gré de ses désirs. Merci. Merci beaucoup donc d'avoir été à cette émission. Je vous le disais au début, nous avons tous des racines et parfois nous prenons des envols. Nous avons donc fait un vol vers l'horizon pour pouvoir rendre d'abord hommage à un homme qui a constitué les racines de notre invité, mais en même temps aussi pour voir ses ailes à lui, parce qu'il a donc un voyage à faire avec ceux qui voudront certainement le suivre dans les idées qu'il a développées aujourd'hui. J'ai donc été très heureux et je vous souhaite donc de passer un agréable moment en compagnie de tous les programmes qu'on va vous proposer. Mais quant à nous, je vous retrouverai certainement à une autre occasion dans le cadre de l'émission Droit à la parole. Au revoir et portez-vous bien.